Bonjour à tous, bienvenue à Carrefour, votre magazine santé. Que ton aliment soit ton seul médicament, proclama un jour Hippocrate, le père de la médecine. Une phrase pleine de sens et toujours d'actualité dans une société caractérisée par tant de problèmes de santé devant lesquels la médecine est souvent impuissante. Ceci nous conduit droit ce soir à parler d'une pathologie grave, l'obésité. L'obésité devient aujourd'hui un véritable problème de santé publique et une vraie préoccupation au niveau individuel. Dis-moi donc ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Au cours de cette émission, nous allons essayer de comprendre comment l'aliment moderne exerce parfois ses effets néfastes sur notre santé, en conjonction bien sûr avec d'autres facteurs génétiques et environnementaux. En fait, nous sommes parfois physiquement le reflet de ce que nous mangeons. Nous verrons pourquoi et comment tout à l'heure avec le professeur Henri-Germain Monabeka. C'est notre invité. Le professeur Henri-Germain Monabeka est endocrinologue, diabétologue, chef de service des maladies métaboliques et endocriniennes au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Pour commencer, professeur, qu'entendons-nous par obésité? Bien, merci. En français facile. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, comme introduction, vous remercier de l'occasion que vous nous donnez pour parler de ce sujet qui ne frappe pas beaucoup la population, alors que vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un problème de santé publique. Il s'agit donc de l'obésité. L'obésité a plusieurs définitions. Il y a une définition, vous l'avez dit, individuelle, il y a une définition sociale, il y a une définition scientifique. Au plan individuel, la personne qui se dit « je suis grosse », elle est grosse, point. C'est une obésité. Il y a des gens qui ne se sentent pas bien dans leur peau en disant « j'ai des kilos de trop, je veux perdre ». C'est l'obésité. C'est une définition, une perception personnelle de la chose. Et il y a une définition sociale où dans la société, dans notre société, eh bien, quand on est maigre, bon, ça fait réfléchir, on pose des questions, pourquoi vous avez maigri? Et quand on est un peu fort, on se dit c'est bien, il a de l'embonpoint, on aime bien rester comme ça. Mais l'obésité commence à poser problème quand ça donne des maladies. Quand on commence à avoir des répercussions de l'obésité, à partir de ce moment, ça devient donc un problème médical. Et là, donc, on va rentrer dans la définition scientifique où il est dit que l'obésité, c'est un excès de masse grasse. Voilà la définition simple, c'est-à-dire qu'il y a trop de graisse. Je n'ai pas dit qu'il y a trop de poids, j'ai dit qu'il y a trop de graisse. Pas de muscle, de graisse. Voilà justement. Si vous prenez un sujet haltérophile, celui qui soulève des poids, machin, il a beaucoup de muscles, vous le mettez sur la balance, il a un poids élevé, il n'est pas obèse. Lui, il a un excès de masse maigre, un excès de muscle. Tandis qu'une personne qui n'a pas d'activité physique et qui monte sur la balance, qui a un poids élevé, lui, il a certainement un excès de masse grasse, un excès de graisse, malheureusement difficile à quantifier. Difficile à quantifier. À partir de quand est-on obèse? Ben, vous savez, je disais tout à l'heure qu'on a du mal à quantifier la graisse dans le corps. On sait simplement que le poids de l'homme comporte le squelette, les muscles, de l'eau et il y a la graisse. Et donc, on sait que cette graisse prend à peu près 20% de la masse corporelle. Vous voyez? Donc, quand les formules que nous utilisons pour dire que telle personne est obèse, telle personne n'est pas obèse, c'est des formules actuellement qui tiennent compte de la taille et du poids d'une manière générale. Vous voyez, c'est une formule qui a été mise en place aux États-Unis par rapport aux assurances. Parce qu'aux États-Unis, l'assurance est individuelle et comme on avait remarqué que les sujets obèses avaient plus de problèmes de santé que les sujets non obèses, donc on a créé des formules mathématiques et on a trouvé qu'à partir de cet indice qu'on appelle indice de masse corporelle, eh bien, on classifie les sujets et plus vous êtes très élevé, plus votre assurance santé sera plus élevée. Et donc, d'une manière standard, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on va appliquer partout, mais pour l'instant, la science se limite à ça. On parle de l'obésité, on va calculer donc le poids, on pèse la personne, il pèse personne, et on prend sa taille, et on fait un rapport. Et on se dit, par rapport à ce rapport, si ce rapport est à moins de 25, il n'y a pas de problème, le sujet est de poids normal. D'ailleurs, si c'est à 17, on dit qu'il est maigre. Donc, si ce poids qu'on appelle indice de masse corporelle est compris entre 25 et 30, on dit le sujet est en surpoids, ça ne pose pas trop de problèmes.
Mais quand on dépasse 30, eh bien, on dit la personne est obèse. Vous voyez, donc il faut peser la personne, il faut le mesurer pour dire que la personne est obèse et donner le degré de l'obésité. Et ça représente combien de kilos sur la balance? Peu importe, c'est en fonction de la taille. Hein. Un sujet d'un mètre 70 doit peser autour de 70 kilos. Autour. Hein, ce n'est pas toujours exhaustif, hein, c'est autour. Donc, si quelqu'un qui a 1m70 pèse 90 kilos, je ne dis pas qu'il a 20 kilos de plus, mais on va calculer. Avec le calcul, on va se retrouver avec un indice de 28, 29. On va dire telle personne est obèse. Il faut faire ce rapport pour déterminer l'obésité. Et qu'est-ce qui mène à l'obésité? Les causes, les différentes causes. Vous savez, c'est très compliqué. En réalité, l'obésité s'installe, c'est-à-dire qu'on a un excès de masse grasse. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce qu'avait dit Hippocrate, hein, c'est l'alimentation. Dans notre vie de tous les jours, il y a un équilibre entre ce que nous mangeons et ce que nous dépensons. Okay? Mais pour un enfant, il faut qu'il mange un peu plus, qu'il dépense moins pour qu'il ait croissance. Il y a plus d'apports que de dépenses. Okay? Et puis, il arrive un moment où un enfant mange un peu trop, ou un adulte va manger un peu trop et dépenser moins. Il n'y a pas d'activité physique, etc. De telle sorte que l'énergie accumulée au cours d'un repas, va s'accumuler au fil des jours, et va constituer un stock sous forme de graisse dans l'organisme. Et c'est comme ça que l'obésité va s'installer progressivement. C'est jamais brutal, hein? C'est progressivement. Et en fait, on voit la personne prendre du poids. Si on fait attention, on se dit, mais tiens, vous êtes en train de prendre du poids. Si la personne monte sur la balance, on va voir son poids grimper. Donc, c'est l'alimentation. Quelle est la différence entre le surpoids et l'obésité? Oh, vous savez, laissez ça pour la science, hein, mais la plupart des gens que nous rencontrons sont en surpoids. Donc nous autres là, on est en surpoids. Peut-être même obèse. Ah bon, je ne sais pas très bien, mais s'il faut que vous montiez sur la balance, c'est que j'ai votre taille pour pouvoir déterminer. Mais le surpoids, c'est un indice de masse corporelle entre 25 et 30. Bon, ça ne pose pas de problème. Hein. C'est simplement pour les études statistiques. Si on se dit le sujet normal est à 25 et qu'à partir de 25, on prend tout le monde, ben, on va avoir des taux d'obésité très élevés. Hein. C'est pour ça qu'on écarte un tout petit peu le surpoids. Quelle est la définition de l'obésité chez l'enfant? C'est la même. C'est la même chez l'enfant comme chez l'adulte. Hein. Il y a des scores qu'on utilise chez l'enfant, hein. Aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, pour pouvoir déterminer l'obésité. Il n'y a aucune différence, c'est la même différence. Okay. Y a-t-il des prédispositions héréditaires sur l'obésité? Alors tout à l'heure, nous avons parlé de l'alimentation, mais l'alimentation n'est pas le seul facteur qui va faire que la personne devienne obèse. On a vu, on voit, vous avez autour de vous des personnes obèses, mais qui ne mangent pas grand-chose, mais qui prennent du poids. Et à l'inverse, vous avez des personnes qui mangent gros, hein, vraiment qui mangent, mais qui ne prennent pas un gramme. Partout dans le monde, je crois qu'il y a des gens comme ça, qui ne mangent pas grand-chose, mais qui prennent du poids. C'est pour dire que c'est vrai que l'élément établi, c'est l'alimentation qui est un facteur prédisposant à l'obésité, mais il y a d'autres facteurs, notamment des facteurs hormonaux, des facteurs génétiques. Hein. Si quelqu'un a des parents forts, maman, papa forts, il est sûr que les enfants aussi génétiquement seront forts à partir d'un âge donné. Donc la génétique a un point important dans l'obésité. Il y a les hormones chez les femmes. On voit les femmes à partir de la ménopause prendre du poids. Pourquoi? Ben, on ne sait pas très bien. Ou à l'inverse, d'autres qui en perdent. Hein. Donc, et à l'environnement. Enfin, on en prend plus qu'on en perd quand même. Souvent, oui, avec l'âge, oui, on en prend, oui. Mais à l'environnement, si vous prenez quelqu'un de très maigre, hein, et que vous le mettez dans une situation où il y a l'opulence, et vous allez voir la personne grossir. La preuve, c'est que l'obésité se verra beaucoup plus en zone urbaine qu'en zone rurale. Parce qu'en zone rurale, on n'a pas ces voitures, on n'a pas l'alimentation que nous avons tous les jours. En zone rurale, on va vers les travaux champêtres, qu'on fait 6 km à pied le matin pour le faire, alors qu'ici, en zone urbaine, c'est le bus, c'est la voiture, etc., etc. Donc, l'environnement est un facteur très important qui va faire qu'il y ait plus d'obèses. La génétique a un rôle important, l'alimentation a un rôle important. Vous voyez, ce n'est pas un facteur qui fera qu'une personne devienne obèse, mais la conjonction de plusieurs facteurs.
Plusieurs facteurs. Quel est le lien entre l'obésité et le diabète? Bien, en fait, une personne obèse, pendant que l'obésité s'installe, ou même quand ça devient stable, ne viendra jamais consulter puisque ce n'est pas un problème pour lui. L'obésité pose problème quand les complications apparaissent. Si bien que l'obésité, par définition, en réalité, au début, ce n'est pas une maladie. C'est un état, on est en surpoids. Ce n'est pas une maladie, l'obésité. Mais on sait que cette obésité est le lit de plusieurs complications. OK? Parmi ces complications, il y a le diabète que vous venez de citer. Hein. Plusieurs personnes obèses feront le diabète, mais pas toutes. La plupart des sujets diabétiques sont obèses, mais pas tous. Donc, vous voyez, donc ça ne suffit pas, il ne suffit pas. Hein, il y a d'autres facteurs qui vont intervenir, mais il y a d'autres complications, notamment la goutte, il y a l'hypertension, sans oublier les complications mécaniques, le genou, la hanche, puisque le squelette est fait pour supporter en moyenne 70 kg, mais quand on devient obèse, quand on a plus de 100 kg, eh bien, les genoux doivent les supporter, ils ne pourront plus. Donc, il y aura des complications qui vont s'installer progressivement, et à ce moment-là, l'obésité devient maladie, il faut prendre en charge. Quels sont médicalement les instruments qui vous permettent de définir l'excès de poids? Pour l'espace commun, pour tout le monde, oui, je prends les une instruments balance, oui, standard, oui. Je prends une balance, oui. Je le mets sur la balance, je prends sa taille, donc une toise, et avec ça, je calcule un indice de masse corporelle. OK? Mais tout à l'heure, je vous disais que un sujet, l'haltérophile, hein, ou celui qui fait le rugby, hein, ils sont costauds et tout. Ouais, un sportif. Ouais, un grand sportif. Ouais. Si j'utilise la toise et la balance, je vais le déclarer obèse, alors qu'il n'est pas obèse. Il n'est pas obèse. OK? Donc, bon, sur le plan médical, il y a d'autres méthodes isotopiques pour calculer vraiment l'excès de masse grasse. Hein. Bon, ça, on ne le fait pas chez nous, puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais en tout cas, avec une balance, avec une toise, on peut déterminer le degré de l'obésité de l'individu. Et avec un mètre ruban, parce qu'avec le mètre ruban, on définit si l'obésité touche plus le ventre que l'épaule. Hein. Okay. C'est très important. On est devant un sujet en surpoids ou obèse. À l'aide de ces instruments, que doit-on rechercher à l'examen clinique? Tout dépend de ce pourquoi la personne vient consulter. Rarement les gens viendront consulter parce qu'ils sont obèses. C'est rare. À l'exception de certaines femmes qui trouvent qu'ils ont une très grande garde-robe, les habits ne rentrent plus. Et donc, c'est ça le principal motif. Vous voyez, ce n'est pas tellement l'obésité en soi, mais c'est parce que sa garde-robe ne tient plus, il faut la changer, alors qu'elle a des belles robes, elle a des jolies pagnes qu'elle veut porter. Et donc, celle-là viendra consulter, effectivement. Elle viendra pour dire, je veux perdre du poids. Et donc, vous voyez, devant cette personne qui n'a aucun autre problème, ben, si je prends son obésité, je regarde son alimentation, on va s'arrêter à ça. Je ne vais pas demander un grand bilan, etc., etc. Mais si la personne vient parce qu'il est diabétique, parce qu'il a des problèmes de genoux, vous voyez, donc l'examen devient un peu plus compliqué parce qu'on va plutôt vers ces pathologies qui compliquent son poids plutôt que le poids lui-même. Et un enfant gros deviendra-t-il forcément un adulte gros? Oui, vous savez, l'obésité, il y a deux phases dans l'obésité. Il y a ce qu'on appelle la phase dynamique d'installation. Vous voyez, j'ai dit, vous voyez l'enfant prendre du poids. Et puis, quand il sera adulte, il va se fixer. Donc, c'est sur cette phase qu'il faut intervenir. C'est à ce moment-là qu'on peut demander à l'enfant l'activité physique, le régime alimentaire, etc., pour incliner cette courbe, parce qu'il faut qu'il grossisse un tout petit peu, hein, mais pour que la prise de poids ne soit pas exponentielle, ne soit pas trop grande. On le surveille. En le surveillant. Mais par contre, quand il devient déjà adulte, l'obésité est fixée, il devient stable. À partir de ce moment, c'est très difficile de faire perdre du poids. Très, très, très difficile. On en parlera peut-être à un moment donné, mais je vois les gens à la télévision, à la radio parler du traitement de l'obésité. J'en rigole un tout petit peu parce que faire perdre du poids, c'est faire perdre la masse grasse. Ce n'est pas j'ai pris un produit aujourd'hui, demain je monte sur la balance, j'ai perdu 2 kilos. Ah, ça c'est faux. Parce qu'on ne peut pas perdre
1 gramme de graisse en un jour, ce n'est pas possible. Il faut beaucoup d'efforts, il faut brûler. Oui, il faut... Ah oui. Il faut beaucoup. Combien de kilomètres à peu près pour brûler une... Vous savez, ça un peu... il y a des études qui se font, on appelle ça un peu compliqué, l'impédensométrie, etc. Non, le plus important, ce n'est pas le nombre de kilomètres qu'on peut faire par jour. Le plus important, c'est avoir, si on veut brûler des calories qu'on a en trop, c'est avoir une activité physique régulière. C'est le plus important, qu'elle soit faite régulièrement. Peu importe, ça peut durer 30-45 minutes, c'est le plus important. C'est quotidiennement, quoi. Quotidiennement. 3 fois par semaine, ça va. Au quotidien, on n'a pas toujours le temps et puis ça ne sert à rien. Mais 3 fois par semaine, ça ira. D'accord. Et donc ça, c'est lutter contre l'obésité. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui viennent consulter pour cette obésité, le plus souvent, ont déjà des complications, c'est des obésités fixées. Je ne parle pas d'échec, mais c'est un semi-échec déjà, parce qu'on aura du mal à corriger. Et je vous ai dit, la société fait qu'on a de plus en plus d'obèses. Les génétiques font qu'on a de plus en plus d'obèses. Donc aujourd'hui, s'il faut mettre un accent sur l'obésité, c'est mettre l'accent sur ceux qui sont obèses pour que demain, qu'il y ait moins d'obèses. Vous voyez? Donc, une éducation qui doit être faite sur la population, sur les enfants, regarder l'alimentation de manière collective, pour qu'on ne mange pas comme on mange aujourd'hui, pour qu'on ait des activités physiques et non que l'on soit sédentaire. Vous voyez? Donc, il y a tout un travail de collectivité à faire pour que demain, qu'il y ait moins d'obèses. Ceux qui le sont déjà aujourd'hui, je vous assure, j'ai du mal parfois à le faire. On en trouve qui regressent, mais pas beaucoup vraiment. Mais il y a des sociétés, professeurs, qui proposent des tisanes susceptibles de brûler les graisses. Je ne sais pas. C'est la poudre de perlimpinpin ou c'est... Je ne sais pas si ces tisanes brûlent les graisses. Parce que, où sont ces graisses? Ils sont dans le tissu cutané, au niveau abdominal, etc. Pour aller toucher ces graisses, c'est toute une histoire. Ces tisanes, souvent, ils vous vantent en vous disant, voyez, on vous pèse aujourd'hui, on vous donne des tisanes et on vous pèse 4 jours après. Et si vous montez sur la balance, évidemment, vous avez perdu 5 kilos. OK? Oui. Mais vous avez perdu 5 kilos d'eau. Vous n'avez pas perdu 1 gramme de graisse. C'est une illusion. De telle sorte que... Donc c'est plus facile d'éliminer l'eau que de bien sûr, de graisse. Si on prend un diurétique, on élimine de l'eau. Donc en montant sur la balance, on a l'impression qu'on a perdu. Sur la balance, on a perdu. Si on calcule l'indice de masse corporelle, on a perdu. Mais en termes de quantité de masse grasse, on n'a pas perdu. Et d'ailleurs, ces mêmes personnes vous diront 2 mois après, tout se reconstitue. Parce qu'on remet de l'eau qu'on a perdue et la graisse, on ne l'a pas vraiment perdue. Mais comment il faut faire réellement pour la perdre, cette graisse-là? C'est si coriace que ça? Oui. L'obésité ne s'est pas installée en quelques mois. C'est des années qui se sont mises. Il a fallu beaucoup d'années pour s'installer. Donc, ce n'est pas en 2 mois qu'on va perdre. Moi, j'ai un cousin qui me conseille de prendre de l'eau chaude pour brûler les graisses. C'est vrai, ça? C'est possible? De l'eau chaude. Mais comment l'eau peut brûler une graisse? Enfin, oui. Non, je ne pense pas que l'eau, qu'elle soit chaude ou froide, va brûler les graisses. Non, de boire de l'eau chaude. Qu'est-ce que ça va faire? Après les repas, il paraît que ça brûle les graisses. Ça va brûler plutôt le tube digestif, oui, mais... Non, mais on ne la boit pas chaude, mais enfin, disons... Je ne pense pas que l'eau soit quelque chose qui puisse corriger la graisse. C'est plutôt ce que vous êtes en train de manger qui doit être moins grasse. Je crois qu'on parlera un peu de ce que nous mangeons. Ce que vous amenez, que ton aliment soit ton seul aliment. Donc, que cet aliment soit sain, pas gras du tout, pour que vous n'accumulez pas la graisse. OK? C'est plutôt ça. Ce qu'il y a dans l'assiette. Ce n'est pas vraiment l'eau prise à la fin du repas qui va corriger. Je doute fort. L'eau chaude, oui, enfin. Moi, j'ai essayé, mais ça n'avait pas marché. Ben, ça n'a pas marché. Comment l'eau chaude... Je ne vois pas par quel mécanisme l'eau chaude va brûler les graisses. J'ai essayé. On dit tout, on dit tout sur l'obésité, mais je vous assure, c'est un gros échec. Et vous avez les statistiques sur l'obésité au Congo? Disons qu'il y a eu une étude qui a été faite par notre consoeur, Madame le professeur Kimbali, qui a montré qu'il y avait un taux d'obésité dans la population adulte de Brazzaville qui avoisinait les 30%.
C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ce n'est pas loin des chiffres que l'on voit dans d'autres pays comme le Cameroun, le Sénégal. Oui, c'est ça. Même au niveau de l'Europe, c'est oui, c'est ça. On est entre 20 et 30 %, un peu plus aux États-Unis et puis un peu plus dans certaines ethnies où on a vraiment un taux d'obésité très, très élevé par rapport à l'Asie où c'est un peu plus faible. Oui. Que veut dire l'obésité androïde ou génoïde? Bon, ce terme reste, parce que quand on parle de l'obésité, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'indice de masse corporelle avec le poids et la taille. Maintenant, si on prend le mètre ruban, ok, on prend le mètre ruban, on met autour de la taille, le pourtour, on calcule, ok, et à l'époque, on mesurait également au niveau des épaules. Et on disait, si le diamètre des épaules est supérieur au diamètre abdominal, c'est l'obésité androïde. Androïde, c'est comme l'homme, un peu en V. Alors que gynoïde, c'est un peu le type féminin congolais où les épaules sont un peu petites et le bassin un peu large. Mais cette classification commence à être un peu lâchée. On s'occupe beaucoup plus simplement du mètre ruban où on prend le tour de taille. Et on sait que c'est cette graisse au niveau de l'abdomen qui est délétère pour la santé. Donc, ce n'est pas tellement la graisse des épaules, etc., mais c'est surtout une tour de taille qui doit être normalement chez l'homme 102, chez la femme 92, je crois. Je peux me tromper, ça change tout le temps, tout le temps. Donc, si on prend le tour de taille chez la femme et qu'on est au-delà de 84 ou 92, on dit qu'elle a une obésité abdominale. C'est ça qui est mauvais. Okay. On peut monter sur la balance, avoir un poids élevé, mais si le tour de taille est presque normal, ce n'est pas dangereux. Vous voyez, donc ça change un peu, même avec l'indice de masse corporelle, tout commence à changer. Alors, quels sont les aliments incriminés? Ben, j'allais dire tout. Tout, c'est-à-dire, c'est vague, tout. Le safou, par exemple, pour... tout et rien. Voilà. L'alimentation, dans notre contexte, pose problème. Il y a cet art culinaire enseigné par nos grands-mères à nos mères, nos mères à nos filles, et la transmission se fait de mère à l'enfant. Et nous avons notre façon de cuisiner. Je vous prends un repas classique simple, ce que nous mangeons. Le poulet. Aujourd'hui, sans poulet, c'est difficile de vivre. Quel poulet? Oh, peu importe, mais vous ne trouverez pas de poulet de chair dans tous les marchés, mais ce qu'on achète... les surgelés. Les surgelés, je prends cet exemple, c'est le plus consommé. Ce poulet congelé et surgelé est déjà gras. Rien qu'à voir, il y a le tissu jaune que l'on voit là, c'est ça la graisse. Mais ils les engraissent exprès. Ah ben oui, pour faire du poids. Oui, mais quand nous l'achetons et quand nous le cuisinons, donc il faut enlever cette graisse qu'il y a de trop. Mais il n'y a plus rien après. Non, il y en a dans la chair. OK? Donc quand on fait bouillir, eh ben, il y a de la graisse, c'est déjà suffisant. Mais que font nos femmes, nos sœurs, nos mamans? On met de l'huile. Voilà. OK? Et à cela, on va manger avec le sakasaka. Le sakasaka, c'est un très bon légume. J'en raffole. Mais comment est préparé le sakasaka? Si ce n'est que l'huile qui surnage et on met la pâte d'arachide dedans. OK? Et à côté, il y a le riz. Mais avant de le préparer, on a grillé ce riz avec de l'huile. Bon, regardez un peu la quantité de graisse qu'on aura apporté ce jour-là. Fut-il un jour de fête? Vous voyez notre art culinaire. OK? Notre art culinaire aujourd'hui apporte trop d'huile. Trop. Nous en consommons trop. Et je me demande pourquoi d'ailleurs. Et quand on passe quelque part à Poto-Poto, vous voyez les boîtes de mayonnaise, comment c'est importé? Mais c'est affreux. Mais la mayonnaise, c'est de l'huile. Et tout le monde aujourd'hui, pain mayonnaise, poisson mayonnaise. Vous voyez? Donc, ce qu'il y a dans nos assiettes, c'est ça qui nous fait prendre du poids. Notre alimentation est trop grasse. Trop grasse. Vous pouvez manger le sakasaka sans l'huile de palme? Ah, mais bien sûr, c'est très très bon. Non, je n'interdis pas l'huile, mais mettez-en en quantité modérée. Quantité modérée. Au minimum. Oui. Je dis sakasaka, mais c'est tous les légumes, c'est la viande, tout ce que nous préparons. On met trop d'huile. Dans notre art culinaire, on verse de l'huile, on en met un peu trop. Un peu trop. Beaucoup trop même. D'accord. Il faut manger des bouillons, simplement. Quand je suis passé dans votre service,
Alors, au niveau du secrétariat, donc au niveau de votre secrétariat, j'ai vu 2 affiches. Sur la première affiche, donc une affiche moyenne, la première affiche représente la pyramide alimentaire. Oui. Expliquez-moi. Je reviendrai sur la deuxième affiche. Vous voyez la pyramide alimentaire, cette pyramide, elle est très belle, j'aime bien cette pyramide. Elle n'interdit rien. Hein. J'ai eu la curiosité de m'approcher. Oui. On vous dit manger, ok? Et de la base au sommet, on vous donne ce que vous pouvez manger à volonté. Donc c'est tout ce qui est légumes. Tous les légumes sont bons. J'ai vu le poisson aussi. Le poisson, c'est très bon. Volonté, le poisson, même s'il est gras comment, au contraire, c'est très bien parce que l'huile de poisson a des vertus curatives. Donc c'est très bien le poisson. Hein? La viande aussi. Mais pas le poisson, tout poisson congelé. Tout poisson. Ah, tout poisson, hein? Oui, c'est très bon. Même tout poisson. Tout poisson. Manger le poisson, c'est très bien. Okay. Même s'il est gras. Même la morue. Tout ce que vous voulez comme poisson, c'est très bien. OK? Et donc, les poissons, les légumes, les féculents aussi, vous avez vu sur la pyramide, hein? Ils sont un peu vers le milieu. Donc, on n'interdit pas. On vous dit simplement, non, consommez pas trop, hein, quantité modérée. Le manioc. Rien n'interdit. Pourquoi on interdit le manioc? Il faut modérer, quoi. Voilà. On ne peut pas interdire. Et puis, plus vous montez, vous arrivez vers les choses, on vous dit, faites attention, hein, le jus, les gâteaux. Oui, j'ai vu aussi. Hein, et l'alcool. Ça est au sommet. On vous dit, bon, ça, c'est pas bon. En passant, on peut le prendre, mais c'est pas bon. Ce n'est pas une exclusion totale. Vous voyez? Donc, moi, quand je dis ce que nous mangeons, on essaie de respecter cette pyramide. Cette pyramide, par rapport à l'alimentation, a beaucoup de valeur pour nous. Parce que tous les Occidentaux nous critiquent notre alimentation, hein, en disant l'alimentation en Afrique est hypercalorique, l'alimentation en Afrique, mais nous n'avons qu'un plat dans la journée. Elle est hyper grasse. Oui, mais parce qu'on n'a qu'un plat dans la journée. Ou à midi, on n'a pas d'entrée, on n'a pas de dessert, on n'a pas de fromage, etc. Il n'y a pas de fruits d'ailleurs. Ça coûte très cher les fruits. De telle sorte que si une maman fait un repas familial, il faut que ce repas soit hypercalorique. Il faut que ce repas puisse rassasier tous les enfants de la maison. C'est pour ça qu'on met de l'huile un peu partout. Ok, un peu la pauvreté, si vous voulez. Ouais. Sur la deuxième affiche, il est marqué « Une alimentation saine commence par le petit déjeuner ». Ah. Ça, j'aime bien la phrase, mais expliquez-nous un peu. Vous savez qu'au niveau de la Fédération internationale du diabète, il y a une journée mondiale du diabète, le 14 novembre. Ah, le 14 novembre. Et donc, chaque année, on définit un thème pour pouvoir parler un peu, expliquer aux gens la prévention, etc., pour le diabète sucré. Et cette année, évidemment, on avait dit, on mettait l'accent sur l'alimentation en demandant aux gens de mettre un accent sur le petit déjeuner. Mais c'est un problème énorme si on se met au Congo, ou même en Afrique d'ailleurs. Si vous allez dans les pays vraiment nordiques, hein, Danemark, etc. Là-bas, il fait froid, là-bas. Oui, ils n'ont pas le petit déjeuner que nous prenons. Là-bas, ils mangent le matin. Ce que vous appelez petit déjeuner là-bas, c'est le repas. Mais aux États-Unis aussi. Si vous allez, ou même ici à l'Olympique, hein, enfin, dans un hôtel de la place, prendre votre petit déjeuner, vous verrez qu'il y a un peu de tout. Hein. Il y a des protéines. Oui, mais c'est comme ça un petit déjeuner normal qu'il faut le prendre. Or, nous, notre petit déjeuner, nous entendons par petit déjeuner le pain, le sucre, pain beurré, sucre, un peu de thé. Généralement, quand on a passé la nuit, donc on est allé au lit vers 20h, 21h, 22h, et quand on se réveille le matin, il est 6h, 7h, donc pendant au moins 7 heures, le ventre est creux. Et qu'on va commencer une activité journalière pour aller, pour ceux qui travaillent, jusqu'à 14h. Vous voyez? Donc en réalité, de 20h, depuis la veille, hein, il ne faut pas rester à jeun parce que sinon à 11h, on est un peu nerveux, etc. On fait une hypoglycémie. Donc pour éviter cette hypoglycémie, il faut manger le matin. Mais manger quoi? Ah, ça c'est un problème économique parce que quand je vois ce que nous mangeons le matin, c'est triste. Classiquement, nous donnons le pain, morceau de pain, beurré, lait. Encore que c'est le lait, hein, 3 cuillères à café, hein, et 4 morceaux de sucre. Hein, et ça ne répond pas du tout. Ce n'est pas un bon repas le matin. Tous ceux qui le prennent vous le diront, une fois qu'on a mangé comme ça à 8 heures, vers 11 heures, on a faim.
parce que ça se digère très très vite et l'organisme vers 11 heures a besoin d'eux. Le petit déjeuner que nous devons prendre le matin doit comporter une protéine. Ça, c'est la recommandation aujourd'hui. C'est-à-dire, ce pain que nous avons pris, etc., avec une tasse de lait, si on pouvait ajouter, ne fût-ce qu'un petit morceau de poisson de sardine, j'allais dire du jambon, mais il faut aller l'acheter, machin. Ou alors, le plus simple, c'est manger un peu, s'il y avait un peu de nourriture qui était restée la veille, mais ça commence à se perdre, hein, tout finit à midi, donc le soir, c'est le lait qu'on prend. Ce qui fait que notre petit déjeuner est très mauvais. Et s'il est mauvais, il y a une répercussion. Répercussion dans la journée, dans le rendement même. OK? Il faut donc faciliter aujourd'hui, rendre ce que nous mangeons à midi, le grand repas de midi, là, on devait quand même grignoter un tout petit peu et mettre des protéines le matin. Hein? Mais ça pose problème quand on regarde notre façon de vivre, notre économie, parce qu'on ne peut pas s'acheter pour toute la maison des jambons, des sardines le matin pour manger. Vous nous recommandez des fruits aussi le matin? Les fruits, c'est très bien de tous les repas. Oui, prendre 1-2 fruits par jour, c'est très très bien, oui. Mais ça coûte cher, vous savez, les fruits. Ah oui, les fruits, oui. Mais alors que c'est important pour l'alimentation. Que dites-vous aux personnes obèses qui viennent vous voir pour maigrir? Alors, c'est une consultation que je redoute toujours parce que cette personne qui vient pour maigrir, en fait, il vient déjà avec beaucoup de problèmes. Soit il y a le diabète, soit il y a le rhumatisme, soit il a du mal à dormir parce que le thorax est comprimé. Et donc, à cette personne, il doit perdre. OK? Comment? Voilà. Si déjà il a le rhumatisme, les genoux font très très mal, il faut lui conseiller une activité physique. Mais dans notre contexte, laquelle? Il ne peut plus marcher, il a des problèmes de genoux. Est-ce qu'il peut faire la natation? On n'a pas de piscine, et si piscine il y a, tout le monde ne sait pas nager, etc., etc. Vous voyez? Donc déjà, c'est un gros handicap. Les structures nous manquent pour pouvoir prendre en charge les sujets obèses. Deuxièmement, celui qui est diabétique, bon, il faut qu'il corrige son diabète, etc., etc. Et troisièmement, je reviens surtout sur l'alimentation. Je reviens sur ça. Je reviens sur l'alimentation pour le conseiller comment changer sa façon de préparer. Pas de manger, hein? On le laissera manger ce qu'il aime manger et éliminer, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est gras de notre alimentation. Et ça, souvent, c'est difficile à obtenir si la personne n'est pas le responsable de la famille. Parce que si c'est un tiers dans la famille, il doit subir le repas que l'on prépare dans la maison. Il n'a pas le choix. Hein? Il n'a pas le choix. Okay? Mais s'il est responsable, il peut se permettre de manger un peu plus décemment en enlevant tout ce qui est gras de son alimentation. C'est le seul outil qu'on a aujourd'hui pour pouvoir chercher à perdre du poids. D'accord. Alors, quel est le regard du médecin par rapport au concours Miss Mama Kilo? Parce qu'ils font la promotion de l'obésité. Bon, mais je crois la dernière fois je l'ai suivi, c'était un peu long, mais enfin j'ai suivi cette émission qui, je crois qu'au plan culturel... Je vais me faire lyncher dans la ville. Moi. Au plan culturel, je crois que c'est une très très bonne chose. Pourquoi seulement vanter les sujets maigres ou minces qui aussi ont des problèmes, hein. Beaucoup de des mannequins là sont au bord de la dépression, ils sont anorexiques. Hein. Donc c'est aussi un problème. Hein. Et à l'inverse, Miss Maman Kilo, c'est bien. Je crois que la beauté de la femme africaine... Elles sont anorexiques parce qu'elles ne veulent pas manger. Mais bien sûr, elle ne veut pas prendre un seul gramme. Voilà. Oui. Elle ne veut pas. Mais non, mais la Miss Maman Kilo, c'est différent. Non, oui, c'est différent parce qu'elle est déjà obèse. C'est pas qu'elle a voulu, oui. Hein, elle est déjà obèse, voilà. Mais elle est belle dans sa obésité. C'est ce que je crois hein, comprendre de cette émission. Et ce n'est pas parce qu'elle est obèse qu'elle ne représente rien de la société. Mais dans son obésité, on a vu ces femmes mais très belles dans leur obésité. Okay? Mais je crois que sur le plan culturel, c'est une très très bonne chose. Hein. Bon, enfin, je n'encourage pas, je n'en fais pas la promotion. Mais je dis toujours... qu'à la fin, toutes ces femmes, le lendemain, vont consulter mon ami le rhumatologue. C'est sûr qu'à la fin de l'émission, elles ont des problèmes de genoux, etc. Bah oui, elles vont consulter pour alléger un peu leur souffrance hein, par rapport aux genoux. Mais je crois que c'est une bonne chose, hein, on ne va pas l'interdire.
c'est la promotion de la femme. Ça fait partie. À partir de quel chiffre faut-il commencer à s'inquiéter, professeur? Vous savez, la personne qui est en surpoids ou qui est obèse, qui ne consulte pas, il ne saura jamais son chiffre. Pour pouvoir déterminer son indice de masse corporelle, il faut consulter. Une personne qui vient me consulter simplement, par exemple une dame pour sa garde-robe, vient me voir pour me dire je suis obèse, etc. Là encore, elle a déjà un motif. Okay? C'est vrai que dans tous les cas, si on veut faire un dépistage de masse comme ça et qu'on a un indice de masse corporelle supérieur à 30, ben on peut déjà commencer à donner des conseils hein, pour que la personne, non pas qu'il perde, mais qu'il n'en prenne plus. Vous voyez, c'est plus facile d'éviter d'en prendre que de perdre. Hein. Les antidépresseurs peuvent-ils rendre obèse? Ça, c'est une question d'un internaute. Hein. Oui. Ce n'est pas tellement l'antidépresseur qui rend obèse, mais c'est la dépression qui rend obèse. C'est-à-dire, par quel mécanisme? Parce que vous mettez un antidépresseur parce que la personne est déprimée. Oui, mais la personne déprimée est sujette à l'obésité par quel mécanisme? Je crois que bon, les neurologues diront ça mieux que moi. Quand nous mangeons, quand nous mangeons, il suffit de rester à table un peu longtemps en train de causer. Hein, à un moment donné, vous n'aurez plus envie de manger. Vous pouvez me laisser de la nourriture dans l'assiette parce que après 20 minutes à table hein, de causerie, de petits repas, il y a un centre au niveau du cerveau qui dit stop, on ne peut plus manger. Donc on n'a plus envie de manger alors que la nourriture est devant soi. Et chez les personnes qui ont des problèmes psychiques, hein, par exemple les déprimés, ce centre qui arrête la sensation de faim est touché. Donc la personne va manger... Systématiquement? Oui, pas systématiquement, mais souvent dans tous les cas. Hein. Donc ce centre étant touché, la personne va manger sans s'arrêter parce que le centre qui nous dit stop, arrêtez de manger, ne fonctionne plus au niveau du cerveau. Si bien qu'il va manger sans arrêt, donc il va accumuler beaucoup d'énergie et il va grossir. Donc ce n'est pas tellement le médicament qu'il prend qui fait ça, mais c'est surtout son état de santé qui fait qu'il le prenne. Hein. Peut-être les médicaments aussi, mais ça c'est les neurologues qui Encore qu'il faut qu'il ait à manger. Mais il mangera tout ce qu'il va trouver. Hein. Il mangera ce qu'il va trouver, donc ce n'est pas un problème. Peu importe ce qu'il va manger. Quelles sont les thérapies anti-obésité disponibles à ce jour et quelle est leur efficacité? Ah, ça c'est le parent pauvre de l'obésité. À ce jour, en dehors du régime alimentaire qu'il faut prescrire aux malades, aux sujets obèses, ils ne sont pas tous malades, il n'y a pas de médicaments pour lutter contre l'obésité. Il n'y a aucun comprimé que l'on peut prendre pour dire que ça va convaincre. Hein. Pendant plusieurs années... Professeur, même pas une petite tisane ou quelque chose comme ça? Non, il n'y en a pas. Je vous assure, on nous a fait des promotions de beaucoup de produits et tous ces produits ont été retirés du marché. Tous. Vous allez décourager plus d'un Congolais ce soir. Mais on se remet sur l'alimentation. En tout cas, il n'y a pas un comprimé à prendre pour maigrir. Il n'y en a pas. Au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc tout ce qu'on nous propose en pharmacie là, c'est du pipi de chat. Je les laisse essayer, mais prendre ces produits sans régime alimentaire ne sert à rien. Ah, ça doit s'accompagner avec un régime alimentaire. Le régime alimentaire peut suffire pour pouvoir lutter un peu, éviter de prendre du poids. Cependant, en revenant sur l'indice de masse corporelle, hein, on disait 30, il y en a qui sont à plus de 40. Ils sont vraiment obèses. Là, ça devient ce qu'on appelle une obésité morbide. Alors là, c'est un problème. Il y a toutes les complications du monde. Hein. Il y a les genoux, il y a le poids, il y a le diabète, etc. Ces personnes, il faut les traiter parce qu'ils ont le risque de mort subite. Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes au niveau du cœur, etc., etc. Et là, c'est la chirurgie. Aujourd'hui, il y a plusieurs techniques chirurgicales que l'on préconise pour lutter contre cette obésité. Ce sont lesquelles? Ça c'est les gastro. Il y a ce qu'on appelle, on appelle ça la chirurgie bariatrique, c'est un peu compliqué. Mais il y a des anneaux. On peut mettre un anneau au niveau de l'estomac pour diminuer le volume de l'estomac. La gastroplastie, quoi. Bon, ça se regroupe un tout petit peu ces mots comme ça, gastroplastie. Ou alors on coupe l'estomac. Donc on enlève les 2 tiers de l'estomac pour que l'alimentation
on aura toujours une sensation de plénitude, hein, on va moins manger, donc la digestion va se faire un peu différemment. Ou alors, actuellement, il y a une nouvelle technique, on met comme une couche de plastique dans l'estomac, de telle sorte que l'alimentation n'est pas absorbée au niveau d'une partie de l'estomac. Hein. C'est des techniques plus ou moins nouvelles, mais toutes ces techniques ne sont pas applicables chez tous les sujets obèses. Il faut vraiment bien choisir le cas, car en fait, ce n'est pas aussi anodin. Hein. À la fin de l'intervention, il y a la dépression qui s'installe, il y a beaucoup de choses qui s'installent. Il faut prendre en charge ces malades opérés de l'obésité, mais il y en a qui s'en sortent très très bien. Donc, et quelles sont les techniques pratiquées au Congo? Ce que je sache, pas encore. Pas encore, hein? Oui. Donc mais ça viendra, ça viendra. Pour l'instant, on se contente du régime alimentaire. Il n'y a que ça aujourd'hui. Voilà. Ouais. À quel service s'adresser dans un hôpital quand on est obèse? Alors, si la personne qui vient pour une obésité simple, bon, viendra chez nous en maladie métabolique. Hein. C'est l'obésité, il y a des spécialistes en ça, bon, c'est notre spécialité. Donc, tous ceux qui se sentent obèses peuvent aller chez le professeur ou dans le service où nous sommes nombreux. Mais le problème de l'obèse... Non, mais si moi je suis en face du professeur Monabeka, donc, oui, bien donc sûr, je leur bien demande sûr, bien sûr, il n'y a pas de problème. D'aller consulter le professeur Monabeka. Ok, voilà. Ça marche. Mais ce qui est vrai, c'est que une personne en surpoids ou obèse modérément hein, n'a pas besoin d'aller consulter. Il n'a pas besoin d'aller consulter parce qu'il n'est pas malade. Il va consulter à partir du moment où il va avoir un problème. Hein, à partir de ce moment, s'il a des difficultés de respirer, ben, il ira chez le pneumologue qui lui va le référer en disant bon, vous avez des problèmes de sommeil, vous avez des problèmes respiratoires, mais il faut maigrir. Vous voyez? Donc c'est vrai qu'il reviendra vers nous pour demander l'amaigrissement. S'il a mal au genou, il ira voir le rhumatologue qui dira oui, on peut voir un peu des antalgies pour les genoux, mais il faut maigrir, vous voyez. Tout reviendra sur l'amaigrissement, alors qu'il y a beaucoup d'autres complications, l'hypertension, le diabète et tout. Pensez-vous que les pouvoirs publics doivent agir plus résolument contre l'obésité? Est-ce qu'ils le font assez? Alors, quand on dit pouvoir public, je ne sais pas très bien. L'État. Oui. Mais je crois que de manière directe sur l'obésité, je crois qu'il n'y a pas, d'action. Directement, hein, il n'y a pas d'action. Mais de manière indirecte, oui. De manière indirecte, il faut favoriser les aires de jeu. Vous voyez, aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que nos enfants jouent. Les enfants n'ont plus d'activité physique. Ah, là, vous lancez un appel au maire de Brazzaville, alors. À tout le monde. Hein? Vous avez dit les pouvoirs publics. Hein, moi, mais oui, parce qu'un enfant qui joue a une activité physique. Donc, les enfants aiment bien manger. Donc, il va manger, mais s'il va jouer, il aura encaissé de l'énergie et perdu. Un enfant qui mange et qui ne joue pas, accumule l'énergie. Donc, il a tendance à devenir obèse. Okay? Il faut favoriser l'alimentation, que tout ce qui est aliment soit à la portée de tous. Ouais. On parle des fruits. Aujourd'hui, acheter un fruit à Brazzaville, c'est un casse-tête, alors que le fruit doit faire partie de l'alimentation de l'enfant pour éviter qu'il mange trop gras. Okay? Donc, c'est un peu dans ces actions un peu indirectes qu'on peut agir, hein, favoriser le sport, les aires de jeu, conseiller une alimentation saine, que ce soit à la portée de tout le monde, hein, et pour que les gens puissent manger convenablement. On a parlé du petit déjeuner. Hein. Aujourd'hui, acheter le lait, c'est un peu cher quand même. Hein. Et le lait que l'on met dans nos tasses là, je vous assure, quelquefois, on en rigole même, c'est 3 petites cuillères, alors que c'est 3 cuillères à soupe qu'il faut mettre. Mais c'est cher le lait. Donc, parce que c'est importé. Oui. Et puis arrêter d'importer la mayonnaise. Mais c'est affreux, je me demande pourquoi. Tout ce qui est mayonnaise, quelque part, là, mais ça favorise l'obésité. Énormément. Ça ne sert à rien, la mayonnaise. On devait me l'interdire. Ah, mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer. Pourquoi il faut s'en passer, justement? Ça mène quoi, la mayonnaise dans l'alimentation? On met la mayonnaise dans le pain. Et dans les cantines scolaires, j'ai fait une enquête récemment dans les cantines scolaires pour voir ce que
nos enfants mangent à l'école, là où il y a des cantines, c'est la catastrophe. Ah oui, c'est effarant. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment une catastrophe. Et tous ces enfants sont appelés à développer l'obésité. Mais puisqu'ils vont manger, je crois que j'ai vu le pain, on met une grosse couche de chocolat dessus, du pain avec des spaghettis, du pain avec les haricots, tout ça là. Mais écoutez, quelle est cette alimentation qu'on a dans nos enfants? Je crois que c'est ça aussi les pouvoirs publics. Essayer de revoir un peu tout ça là, tout ce qu'on vend dans les cantines scolaires, qu'on change nos habitudes alimentaires. Ben, j'espère que votre appel sera entendu. Donc, on va demander au maire de Brazzaville de nous mettre plus d'air de jeu pour nos enfants. Et oui, il en faut. Voilà. Il en faut. Voilà. Alors, enfin, pour conclure, quel conseil donnez-vous aux téléspectateurs, professeur? Écoutez, aujourd'hui, l'obésité, sur le plan mondial, est un grand problème de santé publique. Vous l'avez dit en introduction. Et c'est le lit de beaucoup de complications. On parle plus du diabète sucré, mais les complications mécaniques, etc., existent. Donc, si nous devons lutter contre la propagation du diabète, si nous devons lutter contre le rhumatisme demain, il nous faut aujourd'hui lutter contre l'obésité, notamment chez l'enfant. C'est difficile déjà chez les personnes âgées de pouvoir lutter contre cette obésité, mais mettre un accent dans la jeunesse. Et c'est la jeunesse qui va faire qu'il y ait moins d'obèses, donc il y aura moins de problèmes d'obésité demain. Sinon, puisque vous parlez des pouvoirs publics, eh bien, le pouvoir public aura plus de pathologies demain, plus de malades. Il y aura plus d'obèses, plus de diabète, plus d'hypertension, plus de demain, et ça va toujours gréver le budget de l'État. Vous voyez, donc c'est une action à faire maintenant, et il faut le faire régulièrement. C'est une action de prévention. Nous sommes donc arrivés au terme de notre émission. Merci pour votre fidélité à Carrefour. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Mwanabeka, pour nous avoir accordé un peu de votre temps et pour vos précieux conseils. Nous savons maintenant qu'il est possible de prévenir les maladies liées à la malnutrition par un simple changement d'habitude alimentaire et de mode de vie. Ainsi, les cancers, les maladies cardiovasculaires et les cas de diabète pourraient être évités par une forte réduction de la consommation des produits incriminés et par une augmentation de l'activité physique. Alors, un peu de sport de temps en temps ne ferait pas de mal à notre corps. Mesdames, Messieurs, à vos baskets et vos survêtements, je salue au passage nos téléspectateurs de Ouesso. Ils sont très nombreux à suivre Carrefour. Ils nous l'ont témoigné à plusieurs occasions lors de notre séjour dans cette paisible cité. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous pour samedi prochain, 19 h sur Télé Congo. Encore merci, professeur.